Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Il n'est jamais aisé de juger soi-même les actes que l'on a posés, surtout quand c'est des actions menées de concert. C'est pourtant cet exercice que nous allons proposer à notre invité, qui est le président sortant de la commission de l'UEMOA, Monsieur Soumaïla Cissé. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Merci d'avoir répondu favorablement à notre requête qui est de dresser un bilan tout en images de votre mandat passé à la tête de la commission de l'UEMOA. Alors, qui dit bilan sous-entend fin aussi, quelque part. Comment se sent-on, pour commencer, Monsieur le Président, après avoir passé 8 ans à la tête de la commission de l'UEMOA? On se sent parfois soulagé, mais on se sent aussi des fois triste, parce qu'on a connu des gens, on a travaillé avec eux, on a partagé des ambitions, on a partagé une passion. Et parfois aussi on se sent soulagé parce que la tâche est énorme, le poids sur les épaules. On se dit que bouf, ça s'est quand même bien passé et qu'on pourrait peut-être passer à autre chose. Donc des sentiments quelque part ambigus. Alors, passer donc à autre chose, on l'aura donc compris, c'est le temps des adieux pour vous et pour 4 autres commissaires de la commission qui ont passé le témoin le 1er septembre dernier à Ouagadougou lors d'une cérémonie solennelle. Je vous invite à voir ou à revoir le film. Devant la Cour de justice de l'UEMOA, 4 nouveaux membres désignés par la conférence des chefs d'État de l'UEMOA se sont engagés à observer les obligations inhérentes à leur charge. Au cours de cette audience solennelle, les juges ont reçu les serments de M. Augustin Tampio-Zuo, né en 1944 à Danané en Côte d'Ivoire. Augustin Tampio-Zuo est un économiste financier qui a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration et le secteur bancaire de son pays. De M. Ibrahima Diémé, lui est né le 25 octobre 1956 à Ziguinchor au Sénégal. Économiste de formation, il a exercé plusieurs fonctions au ministère du Plan de la Guinée-Bissau, occupé des postes d'administrateur à la BOAD, de gouverneur à la BAD et de directeur adjoint du secrétariat de la commission de l'UEMOA. De M. Essowe Barkola, né le 14 avril 1958 à Bassar au Togo, juriste de formation, Essowe Barkola a exercé des fonctions au ministère de l'Industrie, des sociétés d'État et du développement de la zone franche. Il était chargé de mission auprès du président de la commission de l'UEMOA et directeur du secrétariat de la dite commission. Enfin, de M. Abdallah Bourema, né le 3 janvier 1954 à Meama au Niger, diplômé en gestion, M. Abdallah Bourema a exercé dans le secteur minier. Il a été enseignant à la faculté des sciences économiques et juridiques et à l'École nationale d'administration du Niger. Les 4 nouveaux commissaires sont nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable. Ils viennent en remplacement des commissaires sortants Rui Duarte Barros de la Guinée-Bissau, de Ibrahim Tamponé du Niger, de Jérôme Bro-Grébé de la Côte d'Ivoire, de Ismaël Pandia Bingui Tchafare du Togo. Les commissaires Christophe Joseph-Marie Dabiré du Burkina, Elhaj Abdou Sako du Sénégal, Guy Amédé Adjanoum du Bénin conservent leur poste. Après les félicitations de la Cour, les nouveaux commissaires ont été renvoyés à leurs fonctions. Selon le traité de l'Union, sauf révocation ou décès, les membres de la commission restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Tout en invitant les récipiendaires à faire honneur à leurs nouvelles fonctions, le président de la Cour de justice a remercié l'ensemble des commissaires qui ont accompagné le président de la commission dans l'accomplissement de sa mission. Voilà, c'est donc une mission qui s'achève pour le président de la commission de l'UEMOA, M. Soumaïla Cissé, qui est l'invité de notre plateau. Ceux qui ont connu l'homme dans d'autres contextes en disent du bien. Nous n'allons pas en dire plus. Je vous invite plutôt à voir ce portrait dans ce dossier. Niafinke, à quelques encablures de Tombouctou, la perle du désert, l'a vu prononcer ses premiers cris de bébé il y a de cela 61 ans. C'est dans cette contrée au 333-5 que Soumaïla Cissé a vu le jour. Et l'éducation reçue de son père, le professeur Bokar Cissé, a fait de lui un homme sociable. Le professeur Bokar Cissé est un enseignant qui a élevé des enfants de tous les bords. Donc Soumaïla a vécu avec tout ce monde.
Il mangeait avec eux, il se couchait avec eux, quand bien même son père avait les moyens. Mais son père réunissait tous ses enfants de pauvres pour les aider à une ascension. Donc je disais que Soumaïla a beaucoup appris de son père, puisque son père lui a appris à être social. Nous, ses camarades, ce que je retiens de lui à l'enfance, ce que Soumaïla m'a jamais menti depuis le lycée. Il aime la vérité, il déteste le mensonge. Et ce qui est important aussi, c'est que durant notre enfance, je ne me souviens pas que Soumaïla ait vraiment des griefs sérieux avec un camarade au point où il y a eu la rupture. Voici donc les qualités qui vont conduire les pas de l'homme vers la réussite grâce à un parcours scolaire sans faille. Bachelier en 1968, il part poursuivre ses études à l'université de Dakar, d'où il sort en 1972 avec le diplôme universitaire d'études scientifiques. Comme tout étudiant africain dans les années 70, c'est le départ pour la France. À Grenoble d'abord, il obtient en 1974 une licence en mathématiques appliquées, puis à Montpellier, d'où il sort major de sa promotion en 1977 avec le diplôme d'ingénieur en informatique et gestion. Soumaïla Cissé ne s'arrête pas là. En 1981, il réussit avec brio à son certificat d'aptitude d'administration des entreprises à Paris. La tête bien pleine, l'homme peut maintenant se déployer sur le terrain. Il démarre sa vie professionnelle en France dans de grandes sociétés. Il a passé par RNTR. C'est là-bas qu'il a fait ses premières armes en tant que gestionnaire informaticien. Partout, il a eu à être un leader vraiment dans ces services-là. Je me rappelle que je suis parti chez lui en 82 en France pour des congés d'hiver. Et les dimanches, on causait. Il travaillait à l'époque à Air Interne. Et les dimanches, chaque fois, le téléphone sonne. Et quand le téléphone sonne, c'est toujours un employé qui lui dit « Monsieur Cissé, nous avons tel problème. » Je crois qu'il s'agit de l'informatique, quoi. « Nous avons tel problème sur tel truc, nous avons... » Il leur dit, fais ça, le type fait, et puis immédiatement. Donc, depuis la France, c'était une valeur sûre dans l'administration française. Soumaïla, à l'époque, était comme un mercenaire. Il travaillait de service en France, le mieux au franc, tout simplement. On double son salaire, il va là, il travaillait comme ça. Il était jeune et il osait. Ce capital humain sera décelé en France par Boubassi. En 1984, c'est le retour dans son pays natal, le Mali, pour travailler à la CMDT, la compagnie malienne pour le développement du textile. J'avoue que tout ce que Soumaïla a fait à la CMDT, c'était positif. Nous avons été très satisfaits de son travail, de sa collaboration. C'est un collaborateur très courtois, respect de la discipline, mais très franc et créateur. C'est-à-dire que quand il a des idées, il les développe, et quand on a des bonnes idées, on les suit. Et il a été très utile pour la société. Et c'est lui qui a initié l'informatique à la CMDT. Non seulement le matériel, former les gens, c'était son domaine. Ensuite, les rapports avec les bailleurs de fonds, il les a gérés avec dextérité, compétence, et on n'a eu aucun problème avec les bailleurs de fonds. Une première expérience réussie au pays et voilà Soumaïla Cissé évoluer de promotion en promotion. Directeur de l'agence de cession immobilière en 1992, l'ingénieur informaticien va embrasser une carrière de grand commis de l'État avec de plus hautes fonctions. Secrétaire général de la présidence sous Alpha Omar Konaré de 1992 à 1993, puis ministre de l'économie et des finances. Soumaïla Cissé va faire ses preuves dans l'administration publique du Mali, partout où il est appelé à servir. J'ai beaucoup approché l'homme parce que nous avions passé, comme je le disais tantôt, 5 bonnes années ensemble, à sillonner le pays, à travailler à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, à la recherche de financement, le développement économique et social de notre pays. J'ai pu l'approcher de jour comme de nuit
comme un grand serviteur de l'État, un cadre compétent qui a dédié toute son énergie, toutes ses forces au service du pays, au service du Mali, au service des populations du Mali. À l'époque, le taux de croissance du Mali était à 2% lorsqu'il venait à la tête du ministère des Finances. Nous avons pu monter ce taux entre 5 et 6% pendant la période de sa gouvernance à la tête du ministère des Finances et du ministère des Finances et du Commerce. Au quotidien, nous avons travaillé ensemble. J'ai vu une grande capacité d'écoute de l'homme, une grande capacité d'analyse économique et financière de notre pays et surtout un homme dévoué à la cause de son pays. Une des choses que nous avons réussi ensemble, je crois que c'était la première fois en Afrique de l'Ouest, nous avons créé un système de contrôle des importations, le PVI, et c'est Soumaïla qui m'avait appelé pour me dire, bon voilà, vraiment maintenant il faut qu'on essaie de contrôler nos marchandises depuis le départ pour arriver jusqu'à Bamako. Bon, à l'époque, il y avait le Fonds monétaire, la Banque mondiale qui était toujours en train de contrôler. Il dit, mais on ne peut pas écrire ça, on ne peut pas introduire ça dans le budget de l'État. Donc il faut que tu arrives à faire accepter au privé de financer ce programme de vérification des importations. Je lui ai dit, c'est d'accord, je peux faire le travail, mais à condition que le patronat gère. Il a dit, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un acte de Soumaïla. C'est un acte de gestion. Un acte de compétence. Il était devant un problème, il fallait trouver une solution. Il avait des contraintes par rapport aux institutions internationales, il fallait trouver une solution nationale. Nous avons discuté ensemble et nous avons mis quelque chose au point. Je crois qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est un exemple. Le PVI. Beaucoup de pays ont commencé à faire la même chose. Mais c'est avec Soumaïla qu'on a commencé ça ici. J'ai travaillé avec M. Cissé de août 1992 à janvier 2002. M. Cissé est un grand homme. C'est un très grand patriote qui aime beaucoup son pays et qui souhaite faire beaucoup pour son pays. C'est un très grand visionnaire. Nous avons travaillé ensemble de la présidence de la République au ministère des Finances et au ministère de l'Équipement. Et pendant ce temps, j'ai vraiment apprécié l'homme. C'est un grand homme d'État, très honnête, très rigoureux dans le travail. Un homme qui est à l'écoute de ses collaborateurs. Un homme qui socialement est disponible pour ses collaborateurs. Soumaïla Cissé est aussi un homme politique de haut niveau. Militant dès la création de l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, il se lance à la conquête du pouvoir pour la succession d'Alpha Oumar Konaré en 2002. Sous les couleurs de l'ADEMA, il arrive en deuxième position au premier tour. Et au second tour, il est battu par Amadou Toumani Touré. Pour moi, il était le meilleur candidat de ceux qui s'étaient présentés en 2002. Et il était de mon devoir de défendre cette candidature. Et je l'ai défendu de toutes mes forces. Intellectuelle, physique, morale, spirituelle. Vous savez, en Afrique, la démocratie naissante parfois emprunte des chemins assez tortueux, surtout à l'heure du choix. Bien que Soumaïla Cissé ait été choisi comme le candidat officiel de l'ADEMA PHJ, bon, au moment des élections, bon, il y a eu quelques défections. Bon, ce qui a fait que, évidemment, les résultats n'ont pas été si bons. Bon, ça s'est passé, ça arrive. Mais nous, aujourd'hui, qui sommes au sein de l'Union pour la République et la démocratie, nous avons dépassé cette étape.
Considérant avoir été lâché par les siens, Soumaïla Cissé quitte l'ADEMA pour fonder l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, en juin 2003. En raison de sa fonction de commissaire de l'UEMOA représentant le Mali, il ne sera pas président du parti. Après les élections de 2002, et moi je suis entré en 2003, il venait de créer ce nouveau parti. En toute confiance, lui et son équipe m'ont demandé de conduire les premiers pas, n'est-ce pas, de ce parti. Parce qu'au même moment, lui, il a été choisi par le président de la République pour être présenté comme candidat du Mali, n'est-ce pas, à la commission de l'UEMOA. Donc j'ai eu l'honneur d'être le premier président de l'Union pour la République et la démocratie, dont Soumaïla Cissé est le parrain. Et nous avons eu à collaborer de la manière la plus franche, la plus fraternelle, et ça a permis aujourd'hui à notre parti non seulement de s'implanter partout au Mali, mais également à l'extérieur, et nous constituons la deuxième force politique de notre pays. Soumaïla Cissé a le sens du partage. Convaincu que le partage enrichit, l'homme a très vite partagé son expérience de la gestion des conflits en dispensant des cours aux immigrés dans des foyers, notamment le foyer Mathurin Moreau à l'avenue du colonel Fabien, dans le cadre du comité de défense des libertés démocratiques au Mali. Homme politique malien, Soumaïla Cissé cultive l'excellence. Après 2 mandats à la tête de la commission de l'UEMOA, l'homme a reçu les félicitations pour la dynamique qu'il a insufflée au processus d'intégration de l'Union et pour les résultats obtenus par la commission sous sa conduite durant ces 8 dernières années. D'un point de vue professionnel, il a su quand même diriger la commission de l'UEMOA à la grande satisfaction de l'ensemble des États. Les efforts qui ont été faits en matière de production de comptes, mais de production aussi de directives, de règlements qui vont tous dans le sens de la satisfaction des besoins de population, c'est à mettre aussi à son crédit. Les mérites du président sortant de la commission de l'UEMOA sont aussi reconnus par les partenaires techniques et financiers. Moi, je suis très impressionné. Monsieur Cissé développe une véritable stratégie de réponse par rapport aux problèmes à court terme, à moyen terme et à long terme. Et disons que c'est un partenaire exigeant, mais extrêmement positif et extrêmement réaliste et très pragmatique. Et donc, il est d'abord très compétent, il connaît parfaitement les problèmes. C'est aussi quelqu'un qui est un négociateur dur. Mais moi, je préfère un négociateur dur qui sait où il va, qui a une vision, qui a un programme, qui a une stratégie, qu'un négociateur qui dit oui à tout et puis qui ne respecte pas. C'est un homme très loyal. Et donc, nos rapports avec l'UEMOA sont vraiment des rapports faciles dans la mesure où ça aboutit toujours à des résultats concrets et à des avancées vraiment substantielles. Par exemple, aujourd'hui, il a posé le problème de la crise alimentaire, qu'il avait d'ailleurs déjà vu venir, il en avait déjà parlé depuis plusieurs mois, et immédiatement, il vient avec un véritable programme à court terme, à moyen terme, à long terme. Il pose les vrais problèmes, comme par exemple l'accès aux semences, l'accès à l'engrais, et déjà, il a sollicité pour que l'Union européenne soit un partenaire dans la collecte de moyens pour répondre à la fois dans l'urgence, mais aussi dans le moyen et dans le long terme. Et donc, c'est quelqu'un qui, avec son organisation et avec ses collaborateurs, nous a appris à travailler vite. C'est un dur, hein. C'est un vrai négociateur. Non, c'est un négociateur talentueux même, et de toute première force. Pour vous dire la vérité, c'est d'ailleurs une des plus belles intelligences africaines que j'ai jamais rencontrées. C'est quelqu'un qui connaît bien les dossiers, qui connaît bien les problèmes. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est porté par un idéal. On sent qu'il veut vraiment servir le continent, servir les pays qu'il a en charge, et donc c'est certainement un des interlocuteurs privilégiés de la Commission. Je crois que tous les partenaires de l'UEMOA reconnaissent que, au-delà de la volonté politique des États, au-delà de la compétence et de la qualité des uns et des autres, le leadership politique est extrêmement important, et M. Cissé bénéficie d'une aura, d'une reconnaissance justement sur ce leadership que je crois vraiment universel.
Je le qualifierais avant tout comme un homme lucide et un homme aussi qui n'a pas peur d'exprimer ses pensées, ses idées. Et c'est également, je crois, un excellent meneur d'hommes. Donc je pense qu'il a l'étoffe d'un grand président de l'UEMOA. Marié et père de 4 enfants, cet ingénieur informaticien, mathématicien et économiste croit en l'unité. Et son parti, l'Union pour la République et la démocratie, bâti autour de la main tendue, traduit la volonté de l'homme d'unir les Maliens et Maliennes et partant le peuple africain pour une marche triomphale vers le succès et la gloire. Vous venez donc de suivre un portrait du président sortant de la commission de l'UEMOA, M. Soumaïla Cissé, qui est notre invité. Alors, M. Cissé, j'imagine que vous devez avoir un commentaire sur le portrait qu'on vient de dresser de vous. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, juste un petit commentaire. Je crois que tout ce qu'on fait, on doit d'abord à l'éducation initiale, à l'éducation de ses parents. Mon père a été effectivement très rigoureux avec nous, très volontaire, et il nous a beaucoup appelé à mieux travailler. On parle très peu en général des mamans, mais elles ont un rôle extrêmement important. Et nous avions une maman qui était très dure et qui nous chuchotait bien sûr, mais qui exigeait des résultats, en particulier à l'école, bien qu'elle n'ait pas été à l'école elle-même. Et je me rappellerai toujours qu'à l'université de Dakar, bien sûr, nous avons fait tellement de grèves qu'on a fini par nous couper les bourses. C'est ma mère qui a vendu ces bijoux pour que je puisse continuer mes études supérieures. Si je suis là aujourd'hui, c'est quand même grâce à son sacrifice. Ensuite, bien sûr, j'ai travaillé en Europe, comme mon ami Doucouré l'a dit. Qui vous a même traité de mercenaire? Qui m'a traité de mercenaire. Non, je lui expliquais tout simplement que j'étais dans l'informatique. Nous étions les tout premiers informaticiens à l'époque. C'était quand même les années 76, 77. Et que bon, tous les 2 ans, je prospectais le marché et j'arrivais à avoir 30 à 40% de plus. Évidemment, je ne me gênais pas pour changer de service. Non, c'était des moments très enrichissants et il fallait vendre sa force de travail et sa capacité. Et je crois qu'on l'a fait de façon volontaire. Ensuite, je peux dire que 3 grandes personnalités m'ont permis d'avancer dans ma carrière d'abord. D'abord, le docteur Boubassi, qui est parti me chercher en France, qui m'a demandé de rentrer, qui m'a proposé du travail à la CMDT, où j'ai passé 8 ans. Pendant ces 8 ans, ce que je retiens, c'est que j'ai mieux connu mon pays, tout simplement. J'étais en contact avec le monde rural, tous les jours, au quotidien. J'ai mieux compris vraiment ce que c'est que le développement là-bas, quels sont les besoins des paysans, quels sont les besoins des éleveurs, quelle est la problématique du développement lui-même. J'ai connu l'ensemble des pistes rurales de cette zone-là, les problèmes de stockage, les problèmes de commercialisation. Et je crois qu'on a tissé à cette époque-là des relations absolument extraordinaires avec le monde rural. Ça m'a permis de retrouver mon pays, ça m'a permis vraiment de mieux ancrer encore dans le Mali profond. Il faut rappeler que le CMDT, c'est bien le milieu du textile malien, n'est-ce pas, monsieur? C'est la société cotonnière, c'est la compagnie malienne de développement des textiles. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir eu la confiance du président Konaré, ce qui m'a permis de connaître l'administration malienne au cœur. Parce que tout simplement, je ne suis pas un fonctionnaire. Donc j'ai commencé hors de l'administration à la CMDT en tant que contractuel. Et les différentes fonctions que j'ai occupées sous l'ère Konaré, secrétaire adjoint de la présidence, au ministère des Finances, ensuite au ministère de l'Équipement, je crois que m'ont permis vraiment de mieux approcher les fonctionnaires maliens, de mieux comprendre comment fonctionne l'État. Et je crois que je lui dois quand même cette compréhension de l'État grâce à sa confiance. Monsieur le Président, on va revenir sur la base de votre formation. Au départ, vous êtes informaticien après un bac S. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a motivé à choisir un tel domaine quand on sait qu'à l'époque, les technologies de l'information et de la communication n'avaient pas l'importance qu'on leur connaît aujourd'hui? Non, vous avez parfaitement raison. Quand j'ai eu le bac, j'avais une bourse française, je devais aller faire ponts et chaussées. Entre-temps, en 68, entre les différentes grèves en France, à Dakar, et nous-mêmes le coup d'État du Mali, je me suis retrouvé tout simplement à Dakar. Et à Dakar, sur les 5 ans, j'ai dû étudier 2 ans, j'ai fait 3 ans comme tous les étudiants de mon âge. Nous avons fait des grèves, nous avons fait des boycotts, on a été expulsés plusieurs fois, etc., etc. Je me suis retrouvé en France et j'étais parti pour faire des études approfondies de mathématiques. Alors, il y avait un groupe en France qui s'appelait le GRADIA, groupe de recherche pour l'application et le développement de l'informatique en Afrique.
On ne savait pas, ils m'ont proposé des vacances à Montpellier, j'ai été faire des vacances à Montpellier, on a suivi quelques cours. C'est après que je me suis rendu compte du fond du sujet et j'ai pris ça personnellement comme un défi. Puisque j'ai pris comme un défi, et puis je me suis lancé comme ça dans l'informatique et je me suis retrouvé dans l'informatique pour quelqu'un qui voulait être ingénieur de ponts et chaussées. Bon, ça s'est très bien passé, on a eu le meilleur résultat du monde. On n'était pas nombreux comme Africains dans cette école-là. Je suis moi-même de la deuxième promotion de l'école, donc je suis rentré en 74 ou 75, je ne me rappelle plus. Enfin, voilà comment on s'est retrouvé dans l'informatique et on s'est retrouvé sur les marchés extrêmement porteurs et nous en avons profondément profité. Voilà, donc je parlais effectivement de ma carrière, je parlais de ce qu'a porté le président Konaré et je parlerai aussi de la chance que m'a donné le président Toumani Touré en m'envoyant à l'extérieur, où j'ai compris que dans le développement, pour moi, il y avait un maillon manquant, c'était l'intégration. Et pendant les 8 années passées à Ouagadougou, avec la confiance bien sûr des autres chefs d'État, je crois que j'ai eu la chance de m'ouvrir sur les autres pays et de comprendre mieux l'environnement immédiat du Mali. Bien sûr, dans le portrait, on a parlé de politique, nous avons tous fait de la politique dans notre jeune âge, nous avons profité du mouvement qui était à Bamako à l'époque, en 91, avec la révolution qui a eu lieu. Et puis, bien sûr, j'étais dans un parti politique, j'ai participé à des primaires et j'ai été retenu, bon, et je suis allé aux élections présidentielles avec des résultats que vous connaissez. Mais dans la vie politique aussi, il y a des stop and go. À un moment donné, on a senti, certains camarades et moi, le besoin de créer une nouvelle formation. Et je dois dire que notre président, Younouss Touré, pilote cette formation avec beaucoup de bonheur depuis 2003. Monsieur le Président, nous allons passer à la prochaine étape de cet entretien, c'est voir les réalisations que vous avez menées pour l'UEMOA en tant que Président. Nous avons subdivisé le volet en 2 parties. La première partie porte sur les réalisations que vous avez menées en interne pour le fonctionnement de la Commission et la seconde partie porte sur les réalisations menées pour le compte des pays membres de l'UEMOA. Tout de suite, pour commencer, je vous invite à voir les réalisations menées en interne pour le fonctionnement de la Commission de l'UEMOA. Le passage du président Soumaïla Cissé à la tête de la commission de l'UEMOA pourrait adopter le qualificatif d'ère des réformes. Un qualificatif qui porte bien son nom tant en termes d'innovation et d'adoption de nouveaux moyens et techniques de travail pour un rayonnement de la commission de l'UEMOA. Lorsque je suis arrivé, c'est le moment précis où Soumaïla Cissé a procédé à une réorganisation des services de la commission tendant à atteindre les objectifs qui étaient les siens. C'est le moment également où il a fait des audits des différents services, ce qui lui a permis de lancer un vaste chantier qui est celui du changement, processus de changement à l'intérieur de la maison. J'ai noté également, et ça on doit le constater, que sur la période de son mandat, on a pu observer une amélioration sensible des conditions de travail des différents agents, mais aussi des conditions de rémunération. Toutes choses qui nous laissent penser que Soumaïla a donné son empreinte à la commission. Au niveau des ressources humaines, un bon qualitatif a été fait ces dernières années, et notamment avec entre ces dernières années, les conditions de travail ont été améliorées. Il y a une réorganisation des services de la commission qui a permis de mieux gérer les dossiers. Également, les délégations de pouvoir qui ont été faites par le président ont permis vraiment d'aller vite dans les dossiers. Un système informatique aujourd'hui assez performant au niveau de la commission de l'UEMOA. Le statut du personnel a été revu. Un nouveau statut. Actuellement, il y a un nouveau manuel de procédure qui a été élaboré, qui permet de rendre donc la commission beaucoup plus efficace dans son travail. À la tête de l'UEMOA depuis 2004, Soumaïla Cissé a su insuffler un nouveau souffle à tous les maillons de la chaîne de l'institution. Du plus petit département au plus grand, aucun secteur n'a été mis de côté. Tous ont reçu les outils et les armes pour bâtir ensemble la maison commune. Le premier constat, et qui n'est pas des moindres, c'est l'informatisation de tous les services de la commission. Les TIC ont été mis à profit pour que riment performance, efficacité et dynamisme. En tant que collaborateur immédiat du président, je peux dire que beaucoup de travail a été fait. Parce que le président s'est montré un manager hors pair. Quand il est arrivé,
il y a eu un chamboulement total. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est informaticien, mais tout a été informatisé au niveau de la commission de l'UEMOA. Il a doté tout le personnel d'outils informatiques. Il a même permis, il a donné des prêts pour qu'on puisse acquérir du matériel informatique à la maison. Et ensuite, tous les outils ont été automatisés. C'est ainsi que la gestion du courrier a été automatisée. Il y a eu toute la gestion, toute la chaîne de gestion a été automatisée également. Et puis, au niveau, on a eu un intranet du courrier interne, il a mis ça en place. En tant qu'agent de l'UEMOA, je sais que cela a été très favorable parce que nous, lorsque nous avons eu tous ces acquis, bien sûr, ça nous a stimulés dans le travail. Une ressource humaine motivée peut aider l'UEMOA à réussir le pari de l'intégration. Un bol d'air a été offert à ce sujet aux travailleurs de l'institution et peut se résumer en ces termes: révision de la grille salariale et amélioration des conditions de vie et de travail des agents. Il y a eu un rajout, donc pour nous permettre de bien gérer nos familles. Donc on est très content de cela. L'assurance médicale était gérée à l'interne. Il a fait intervenir un spécialiste en la matière. Il a mis en place la mutuelle de l'UEMOA. Ça, c'est très important que je le dise parce qu'on organise des activités culturelles et puis les colonies de vacances, etc. Et grâce à ces activités-là, la mutuelle vient d'être disons, cooptés dans les instances même de la commission de l'UEMOA. Parce que nous avons adopté un nouveau statut du personnel et la mutuelle figure en bonne place. Au plan interne, il faut qu'on ajoute qu'il a mis en place une agence de voyage interne et puis une banque à l'interne. C'est tellement intéressant, vous voyez, sur place, avec même ceux qui n'étaient pas dans cette banque-là, ont ouvert des petits comptes et je vous dis que ça peut vous dépanner. Parce que quelquefois vous êtes au travail et vous ne pouvez pas avoir le temps d'aller à la banque ou bien vous allez et c'est déjà fermé. Il en est de même pour l'agence de voyage. Quand nous voulons faire des voyages privés, moi aujourd'hui, je peux me lever, je prends un billet tout de suite et je suis partie. Alors qu'avant, il fallait sortir et puis ce n'était pas évident qu'on puisse sortir à tout moment. Et ces outils à l'interne permettent de rendre service à l'agent et de réduire un peu ses déplacements à l'extérieur. Le renouveau de la commission s'est étendu à son parc automobile. L'ère Soumaïla Cissé, c'est celle qui a accordé une place de choix à la modernisation du parc automobile de l'institution pour assurer une meilleure qualité du service à travers les sorties de terrain. Et les premiers à se frotter les mains, c'est bien les conducteurs. On travaille franchement sans problème. On a les véhicules qui sont tous en bon état et puis bon, on n'a vraiment pas de problème pour l'instant avec lui depuis qu'il est arrivé. Je ne dirais pas que les autres n'ont pas fait ce qu'ils peuvent, mais il faut toujours améliorer. Mais j'espère que lui, en tout cas, à mon avis, ça n'engage que moi. Je sais qu'il a beaucoup amélioré nos conditions de travail. Au cours de ces 2 mandats, il a vraiment contribué à moderniser fortement la commission de l'UEMOA. Il a contribué à mieux faire connaître la commission. Aujourd'hui, la commission est mieux connue. Il a également fait de l'intégration vraiment son cheval de bataille. Mais surtout, il est allé vers des actions concrètes, vers des projets, vers des actions qui contribuent. Moi, je pense qu'il a été un très bon président. Cet homme, à l'imagination fertile, a marqué les esprits à l'UEMOA par sa grande capacité d'écoute et son esprit d'anticipation. Et ce sont les différents départements de l'UEMOA qui en sortent renforcés.
Voilà, vous venez donc de suivre les actions phares qui ont été menées pour le fonctionnement interne de la commission de l'UEMOA. Monsieur le Président, l'une de vos priorités à la tête de la commission, comme vous l'avez dit lors d'une de vos interviews, était d'améliorer la gouvernance interne de l'institution. Au regard du reportage qui vient de passer, quel est votre commentaire? Non, mon premier commentaire, c'est que pour faire une bonne gouvernance, il faut l'asseoir sur des hommes, des femmes de l'entreprise. Il fallait faire en sorte que ceux qui travaillent à l'UEMOA se sentent bien dans l'UEMOA. Quand je suis arrivé, j'ai constaté que tous les 2-3 mois, il y a des cadres qui nous quittaient, tout simplement parce qu'ils allaient dans d'autres sociétés, dans d'autres organisations. Ça veut dire donc que nos conditions de travail n'étaient peut-être pas optimales et qu'il y avait autrement d'autres difficultés. Bien sûr, j'ai une formation de base en informatique. Et je savais la pauvreté, entre guillemets, de l'outil informatique à la commission. Vous savez, j'ai acheté 200 ordinateurs le même jour pour que chaque cadre puisse avoir un ordinateur et que chaque cadre ait la possibilité d'amener un ordinateur chez lui pour que ses enfants aussi puissent s'initier à l'informatique. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, pourquoi les gens partaient? Ou parce que la formation était insuffisante, ils n'allaient pas en formation, ou parce que le niveau de salaire était insuffisant. Alors nous avons fait les réformes, nous avons fait les études, nous avons regardé ce qui s'est passé dans les autres organisations similaires, et nous avons revu le statut du personnel, nous avons mis les gens dans de meilleures conditions de travail. Ensuite, on s'est assuré des problèmes de couverture aux maladies, on a mis des programmes de formation en place. Quelque part, on a mis un certain nombre de choses qui ont permis aux gens de se sentir bien à l'UEMOA et d'être fiers du travail qu'ils font et d'être donc redevables de résultats. La deuxième chose qui était importante pour la gouvernance, c'était l'UEMOA par rapport aux tiers. Les tiers, c'est tous ceux qui nous donnent de l'argent, tous ceux qui nous aident, comment nous gérons. Vous savez, pendant longtemps, la commission de l'UEMOA, la gestion était confiée directement au président. La première chose que j'ai faite, c'est de sortir de la présidence pour ne pas être jugé parti, et un commissaire gérait directement les ressources financières, comptables et enfin l'ensemble de la comptabilité. Nous avons pu ainsi rattraper l'audit de 1995 à 2004. Il n'y avait pas eu d'audit, il n'y avait pas eu de compte rendu par la Cour des comptes ou par des auditeurs externes. Et aujourd'hui, nous sommes déjà prêts jusqu'en 2008-2009, je pense. Donc ces choses-là, je pense qu'il faut montrer patte blanche vis-à-vis de nos différents partenaires économiques et financiers. Il y en a certainement d'autres qu'on a pu faire, mais j'ai pu le faire aussi grâce à la compréhension des uns et des autres, qui ont compris qu'on avait un devoir de résultat, on a un devoir de transparence pour avoir l'excellence qu'il faut. On a réfléchi aussi sur l'avenir, on a fait des plans stratégiques, qu'est-ce qu'il faut faire dans 10 ans, dans 20 ans. Et je crois que tout ça, c'est des éléments que nous laissons sur place pour permettre à nos successeurs de faire continuer la gouvernance en interne. Ce n'est jamais acquis définitivement. Je crois qu'on a encore des choses à faire, mais je pense que l'informatique nous a beaucoup aidé et l'engagement des uns et des autres nous a beaucoup aidé. Alors, Monsieur le Président, pour ce qui a été fait sous votre impulsion, on va vous demander une autocritique. Qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? Oui, je pense que sur les aspects où je me désole un peu, je pense qu'on est encore assez procédurier à la commission de l'UEMOA. C'est encore lourd. Hein? C'est encore lourd. Il y a bien sûr beaucoup de signatures, il y a encore beaucoup de cadres qui préfèrent prendre un parapluie pour ne pas s'engager volontairement. Mais ça me désole surtout vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis du secteur privé. Quand une toute petite entreprise nous rend un service et que nous menons un peu plus de temps que normalement pour le payer, et souvent nous ne nous rendons pas compte des difficultés que nous pouvons créer à cette entreprise. Je crois que l'une des recommandations que je vais faire à mon successeur, c'est de veiller à cette chaîne de paiement pour qu'elle soit plus optimale. Je crois que vraiment c'est l'une des principales critiques que je pense que nous devons encore améliorer. Voilà des perspectives donc sur l'amélioration du fonctionnement interne de la commission de l'UEMOA. Pour poursuivre ce plateau, on va voir à présent ce que vous avez apporté comme contribution à l'avancée des grands chantiers de l'espace UEMOA. Oui, oui.
Le poste de contrôle juxtaposé de Pétel-Kolé, c'est un aménagement sur 22 hectares pour fluidifier le transport et le transit routier sur le corridor Ouagadougou-Dori-Terra-Niamey. Lancé en 2009, le chantier est au stade de l'achèvement avec des infrastructures qui sont à la pointe de la technologie et qui répondent aux normes d'un poste de contrôle moderne. Situé à la frontière du Burkina Faso et du Niger, le poste de contrôle juxtaposé de Pétel-Kolé offre en un seul point la possibilité de remplir à la fois les formalités policières et douanières. La police, la douane, les services de santé, puis tous les services des eaux et forêts qui vont se retrouver au niveau du bâtiment central, qui est constitué en deux ailes. Vous avez une aile A, une aile B. Ensuite, vous avez une infirmerie qui est prévue. Vous avez également des préaux qui sont prévus pour pouvoir, pour les gens, pour qu'ils puissent se reposer éventuellement. Il y a des sanitaires qui sont construits également. Et plus loin, nous avons des bâtiments qui doivent servir de logement aux agents qui vont travailler ici. Alors après ça, vous avez la plateforme. La plateforme elle-même qui est constituée d'une route en bicouche qui fait donc tout le tour. Et vous avez des parkings. Des parkings pour recevoir les VL, c'est-à-dire les véhicules légers, et vous avez de l'autre côté des parkings pour recevoir les véhicules lourds. C'est ceux-là d'ailleurs qui sont les plus concernés ici. Et la visite vraiment nous a permis de voir que les travaux sont quand même réalisés dans les règles de l'art. Notamment, vous avez vu, il y a deux types de contrôle. Il y a le contrôle technique qui est là, fait par APAP, il y a le contrôle des travaux qui est fait par KM et un groupement de bureaux d'études. Les choses se passent assez bien et globalement nous pouvons dire que ce qui a été réalisé est bon. Les bâtiments sont à peu près à 95% achevés. Il reste maintenant, nous sommes dans les travaux de finition, à savoir les travaux de peinture, les travaux de pose d'appareils électriques et des appareillages sanitaires. Je dois dire que dans 1 mois et demi, nous sommes en mesure de livrer ça à notre client qui est l'UEMOA et la Niger-Type. Ce n'est pas un poste douanier ordinaire, mais plutôt un poste de transit. La recette fait ses premiers pas au sein de l'espace UEMOA. Les frontières entre les pays vont abriter ce genre d'infrastructure pour renforcer l'intégration. Une intégration n'a pas de sens si elle n'aboutit pas à une réduction de la pauvreté, j'allais dire, à une meilleure condition des populations qui sont dans notre espace. Or, vous savez, pour combattre la pauvreté, il faut de la croissance. Il faut de la croissance et de fait, les infrastructures sont quand même, notamment dans le domaine des infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques, sont quand même des piliers qui puissent permettre cette croissance-là et donc contribuer à réduire la pauvreté dans notre zone. Le développement des infrastructures routières est un puissant vecteur pour réussir l'intégration. Et comme la route du développement passe par le développement de la route, la commission de l'UEMOA a mis en place un vaste programme d'action communautaire des infrastructures et des transports routiers. L'axe Ouagadougou-Kaya-Dori-Terra-Niamey fait partie et l'aménagement de la route Dori-Terra traduit en actes concrets cette volonté de l'UEMOA. De l'avis de l'équipe guidée par le président Soumaïla Cissé, ce tronçon constitue une liaison importante. Il va à la fois desservir le Burkina, le Niger, mais aussi la partie est du Mali. Un projet ambitieux avec en face une grande équation. Le fleuve Niger, dont la traversée se fait par un bac à Farié. Traverse plus de 30 fois par jour, donc il y a beaucoup de véhicules. Donc le bac même est maintenant à servir, ne peut pas faire son travail. Donc le pont est très important pour le... La solution toute trouvée est la construction d'un pont pour faciliter les échanges entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger et assurer la continuité du trafic entre les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO.
Avec le pari des infrastructures routières qui en passe d'être gagné, la commission de l'UEMOA a ouvert aussi un autre chantier, pas des moindres pour les pays des zones sahélo-sahariennes de son espace. La question de l'eau, qui constitue un des fardeaux de ces communautés, trouve sa réponse dans le programme régional d'hydraulique villageoise de l'UEMOA. Ces forages se dressent avec fierté dans les localités où le besoin se fait pressant. Le Niger bénéficie des réalisations de ce programme à hauteur de 2 milliards de francs CFA avec 350 forages déjà réalisés et 100 autres forages en cours de réalisation. Les plus heureux, ce sont ces bénéficiaires qui disent respirer ainsi un bol d'air. Nous sommes vraiment satisfaits de l'arrivée de ce forage. Parce qu'avant, surtout pendant la saison sèche, nous étions confrontés à un problème de pénurie. Il y a des foyers ou des ménages qui peuvent faire 3 à 5 jours sans eau parce qu'il n'y en avait pas assez dans les puits. Et si on veut avoir de l'eau, il faut peut-être voyager et aller dans les villages environnants. Maintenant que le forage est là, vraiment Dieu merci, nous avons de l'eau à volonté et avec un très bon goût. Seulement, nous voudrions, si possible, qu'on puisse nous en augmenter un. Parce que maintenant, il y a une affluence qui fait que des fois, on peut être là du matin à 8 h jusqu'à 16 h, 17 h avant de pouvoir passer et faire son approvisionnement. Je voudrais leur dire merci vraiment je veux dire à l'UEMOA merci d'avoir réalisé cet ouvrage-là qui nous a vraiment beaucoup facilité la vie parce que sans ce forage-là, on souffrait beaucoup. Et maintenant, vraiment, Dieu merci, ça va très bien. Donc nous retirons nos remerciements à l'UEMOA. Toutes ces infrastructures ont été réalisées à 100% sous le contrôle de la NIGETIP, l'agence nigérienne des travaux d'intérêt public, comme maître d'ouvrage délégué. NIGETIP intervient en qualité de maître d'ouvrage délégué, c'est-à-dire qu'elle a la charge de recruter les consultants, les entreprises, de gérer leurs contrats, de suivre et de coordonner les travaux jusqu'à la réception définitive et de remettre ensuite ces travaux aux maîtres d'ouvrage qui lui ont confié les travaux. Et en tant que directrice d'une agence type, j'aimerais également saluer sa vision parce que c'est grâce à lui, en tout cas, que l'UEMOA confie la majeure partie de ces programmes à des agences types. Au Niger, c'est NIGETIP. Dans les autres pays, c'est également aux différentes agences que l'UEMOA confie ces investissements. Et tout se passe assez correctement, à la grande satisfaction des uns et des autres. Donc, ceci vient prouver, s'il en était besoin, de la bonne vision du président de la commission de l'UEMOA. À l'échelle de tout le Niger, les actions entreprises par la commission de l'UEMOA se comptent en plusieurs dizaines. Ici, vous avez vu avec le programme économique régional, il a pu développer plusieurs projets pour la sécurité alimentaire. Vous savez, nous sommes dans des régions où on connaît des problèmes de sécheresse, des crises alimentaires. Donc ça a été une des préoccupations majeures. Il nous a aussi développé le problème de l'hydraulique villageoise avec le forage de puits. Ici au Niger, il y a eu 450 forages. Et non seulement il a commencé par avec la motricité humaine pour ces forages, mais on va aller même vers le solaire pour exploiter l'énergie solaire dans notre sous-région. Donc le fait de prendre dans le corps ces problèmes de population, qui est le problème de l'eau, de la nourriture, je pense que c'est un élément important pour le processus d'intégration au niveau de notre sous-région. La réussite de ces actions trouve son fondement dans un dispositif de suivi, évaluation et de contrôle mis en place sous la clairvoyance du président Soumaïla Cissé, dont l'une des visions du développement était basée sur une optimisation des ressources pour mieux gérer et réussir le peu dont la commission de l'UEMOA dispose.
Voilà, retour donc sur ce plateau avec notre invité, le président sortant de la commission de l'UEMOA, M. Soumaïla Cissé. Monsieur le Président, au regard de ce reportage, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la mise en œuvre des actions que l'on vient de suivre? Non, il n'y a pas de grosses difficultés. D'abord, si on peut parler de difficultés mineures, c'était de faire comprendre au gouvernement notre nouvelle méthode. Nous avons fait confiance aux agences d'exécution. Nous sommes sortis des procédures habituelles des gouvernements. L'argent que nous mettons à la disposition des populations, nous les confions à des agences et c'est les AGETIP de façon générale qui ont eu donc à faire ce travail-là. On n'est pas allé directement chez les différents ministres. Il y a eu un peu d'incompréhension au début, mais je crois que vu les résultats, vu surtout la rapidité des résultats, ils ont fini par nous faire confiance et accepter nos procédures. Alors, et comme ce sont des programmes donc très vastes par définition, est-ce qu'on peut avoir quand même foi en leur réalisation? Oui, on a foi en leur réalisation. Il faut dire qu'il y a des choses dont on peut être très fier. D'abord, c'est de donner de l'eau aux populations. Quand on discute avec les femmes qui se lèvent à 5 h du matin, il y a une des dames qui vous a dit tout à l'heure, et qu'on voit qu'il y a beaucoup de petites filles qui ne vont pas à l'école à cause de la corvée de l'eau, et que nous avons pu exécuter en un temps record 3000 forages, et qu'aujourd'hui nous sommes encore dans une procédure d'expansion pour aller jusqu'à 8000 forages. On aura bientôt le soutien de la Banque islamique de développement pour cela, et avec nos ressources propres. Quand on voit le programme que nous avons fait pour la sécurité alimentaire, nous allons aménager 1000 hectares dans chacun des pays et 11 000 hectares à l'Office du Niger au Mali. Je crois qu'on s'adresse directement aux populations, on regarde les problèmes qu'ils ont. Mais nous faisons contrôler tout ça, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on a fait des forages. Nous avons envoyé des équipes, et notre Cour des comptes a envoyé des équipes, village par village, pour nous assurer que le forage est là, que la pompe fonctionne et que les populations sont bien conscientes de l'origine de ces forages-là, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut quand même rassurer, comme cette femme qu'on vient d'entendre tout à l'heure, qui dit oui, c'est bien, mais on voudrait encore plus. C'est vrai que vous êtes sortant, mais est-ce que déjà... Non, moi je crois honnêtement, si on devait mettre tout le budget d'investissement dans l'eau, il faut le faire. Parce que tout simplement, comme on dit, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Bien sûr, il faut partager. Vous avez vu qu'on s'occupe de l'eau du monde rural, mais on n'en a pas parlé dans le reportage. Nous avons mis beaucoup d'argent dans l'énergie, tout simplement pour que les industries aient de l'énergie et que les populations urbaines ne soient pas là à protester tout le temps. Et nous avons mis plus de 160 milliards de francs CFA dans l'énergie. Nous avons un budget de 250 milliards que nous voulons porter jusqu'à 500 milliards pour augmenter le productible. Mais nous avons aussi investi pour le commerce. Je crois que dans votre reportage, vous avez beaucoup parlé des postes de contrôle juste à poser. C'est pour faciliter le commerce. C'est pour ça que nous travaillons sur les routes, nous travaillons sur les ponts et nous faisons en sorte que le contrôle soit minimal là où c'est possible. Voilà, nous essayons de nous occuper du quotidien des populations, de leurs problèmes au quotidien, pour que l'UEMOA ne soit pas vu comme une organisation qui fait que des réunions, qui fait que des colloques. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à une phase où nous essayons de comprendre quels sont les besoins des populations et nous essayons d'apporter des solutions, y compris des solutions liées au climat, comme l'érosion côtière, comme le désensablement du fleuve Niger, par exemple. Alors, on va dire que la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA est le vœu le plus cher de l'UEMOA, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous lui avons consacré un dossier spécial sur ce plateau au cours de cet entretien. Je vous invite à voir tout de suite en image ce qui a été fait dans ce domaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun. Derrière ce slogan se cache la volonté de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de faire de l'espace communautaire un exemple d'intégration sous-régionale réussie. Passer d'une UEMOA des États à celle des peuples avec comme super priorité la libre circulation des personnes, biens et services, la vision a guidé les pas de la Commission depuis sa création en 1994. 17 ans après, le processus d'intégration est sur les rails. Je suis arrivé à Bamako le 10 décembre 2010. Donc moi je me sens très bien ici. Je vis aussi comme chez moi. Compte tenu les mêmes habitudes qu'on peut trouver au pays, au Burkina. Je suis venu ici, je me suis vite intégré. Surtout avec, je me suis beaucoup familiarisé avec les Maliens. Ensuite avec les frères burkinabés qui vivent au Mali. Et donc actuellement les choses se passent comme je le veux, quoi. Je me sens très bien. Je suis parti moi du Mali
Aujourd'hui, mon groupe a investi dans d'autres pays de l'UEMOA et nous n'avons rencontré aucune difficulté pour nous installer dans tous ces pays, pour la simple raison que, bien qu'étant malien, je suis un Burkinabé au Burkina, je suis un Guinéen en Guinée-Bissau, je suis un Béninois au Bénin. Et ça, c'est vraiment grâce à l'intégration sous-régionale et aux actions menées par la Commission, mais aussi par, bien sûr, les gouvernements de ces pays qui ont accepté d'abandonner une partie de leurs prérogatives, une partie de leur souveraineté au profit de cet ensemble ouest-africain qui d'ailleurs fait notre fierté parce que souvent il y a du benchmarking entre l'UEMOA et la CEMAC et en général on dit que l'UEMOA en termes d'intégration est beaucoup plus avancé que d'autres sous-ensembles régionaux comme la CEMAC, donc c'est une fierté pour nous. La circulation entre Niamey et Burkina, ça semble être libre. Bon, c'est vrai qu'il y a des arrêts sur la route, mais ça c'est tout à fait normal. C'est le contrôle de douane, c'est la police, c'est la gendarmerie. Pour obtenir ces résultats édifiants, il a fallu aller au-delà des mots. Et en joignant à chaque étape l'acte à la parole, l'équipe dirigeante, sous la clairvoyance du président Soumaïla Cissé, a su, en moins de 10 ans, apporter la pierre utile à l'édification de ce grand chantier. Les semis de l'équipe de Soumaïla Cissé ont porté des fruits et le processus d'intégration se porte mieux. Il faut reconnaître que du point de vue du soubassement juridique et des instruments juridiques et réglementaires nécessaires pour bâtir un espace intégré, l'UEMOA est nettement en avance sur toutes les autres organisations similaires de la région, y compris nettement devant la CEDEAO. Et la CEDEAO que l'UEMOA inspire aujourd'hui en termes de qualité d'intégration. Donc nous pouvons nous en féliciter. Mais la plus belle architecture juridique n'a de valeur que par rapport à la concrétisation de son contenu sur le terrain. L'intégration et la libre circulation, en termes de libre circulation des personnes et des biens, a une belle avancée parce que dans l'espace UEMOA, il n'y a pas de visa entre les États membres. Et cela est extrêmement important. Ils ont commencé par un certain nombre d'aspects d'harmonisation des politiques, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau douanier, l'harmonisation ensuite des politiques sectorielles, faire en sorte que au niveau de l'Union, que ce soit des questions de production, que ce soit les questions de demande, que ce soit les questions d'énergie, les questions d'agriculture, qu'on arrive à harmoniser les politiques. Vous voyez, ce n'est pas facile parce que pour harmoniser les politiques au niveau régional, il faut que les pays eux-mêmes d'abord aient des politiques qui soient des politiques vertueuses. Sinon, vous ne pouvez pas harmoniser le désordre. Donc, il faut voir le travail de la Commission comme étant d'abord un travail d'appui aux États pour avoir de meilleures approches, pour s'inscrire dans des standards qui sont des standards acceptables. Et aujourd'hui, incontestablement, en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, dans tous les processus d'intégration en Afrique, si on regarde, l'UEMOA est le processus d'intégration le plus achevé. Nous pouvons dire que l'UEMOA vraiment a fait quelque chose pour le Mali sous la gestion de Soumaïla Cissé. Je ne parle pas du secteur de l'élevage où des projets régionaux, notamment dans le Liptako-Gourma, ont été mises en place. Ça concerne le Burkina, ça concerne le Mali, ça concerne le Niger, n'est-ce pas, qui tend à améliorer la production, n'est-ce pas, de la viande et du lait dans les pays de la sous-région. Au niveau du secteur agricole, au niveau du secteur de l'énergie biologique, la Commission, à travers M. Soumaïla Cissé, a été très vigilant à ce niveau et très perspicace, parce que c'est à cause de l'UEMOA, à cause de M. Soumaïla Cissé, que nous, au Burkina Faso, nous nous positionnons aujourd'hui comme un pays producteur de biocarburants. Alors, cette énergie propre est sollicitée à travers le monde, et particulièrement en Europe, et le biokérosène est devenu une question
fondamentale. Je pense que M. Soumaïla Cissé a fait connaître l'UMOA à travers le bureau de l'UMOA. Parce qu'avant lui, je crois que l'UMOA existait, mais elle n'était pas très connue. Je pense qu'elle s'occupait plus de la réglementation monétaire, si je m'amuse. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures, des postes comme celui-là, des routes, des forages qui peuvent revêtir le nom de l'UMOA. Donc, et aussi, je dois ajouter que nous sommes dans les 5 pays de l'UMOA. Cela a pu être réalisable parce qu'on a trouvé sur place des réglementations communautaires, mais des réglementations communautaires qui étaient activées. Certainement, elles existaient avant, mais je crois que c'est lié à la volonté d'un homme de faire de ces réglementations-là une réalité. Et aujourd'hui, si nous sommes dans cet espace UMOA, c'est parce que nous mettons en avant la réglementation communautaire. Vous savez qu'aujourd'hui, avec cette réglementation, vous pouvez être un entrepreneur du Niger, aller faire un appel d'offres, même national, à condition que vous soyez en règle vis-à-vis des autorités nigériennes. Je pousse plus loin mon exemple. Si vous avez l'agrément du Niger valable, vous pouvez soumissionner avec le même agrément, sans en changer aucun mot, au Burkina, au Mali et un peu partout. Grâce à l'UMOA, nous avons pu créer une fédération ouest-africaine des patronats de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, qui fait que nous avons des échanges réguliers avec la commission de l'UMOA sur certains aspects de l'industrie hôtelière. Et c'est d'ailleurs grâce à ces échanges-là que certains des pays ont commencé à appliquer une fiscalité moins lourde pour favoriser le développement de l'industrie. Vraiment, sans forfanterie, quoi. Je crois que Soumaïla, c'est lui qui a vraiment fait l'UMOA. Par le travail de réflexion, le travail de construction. C'est vraiment, il a mis cette organisation-là sur les rails. Cependant, le chemin est parsemé d'embûches. Quelques tâches nous attendent à anéantir les efforts consentis. Elles ont pour nom tracasseries policières et douanières et autres problèmes qui subsistent au niveau des frontières. Le contrôle, on nous prend de l'argent. Je fais la commerce, Lomé, Burkina, Dakar. Mais on nous fatigue si la route. Vraiment, si on peut faire quelque chose, c'est là, ça va nous plaire. On vous fatigue comment? À faire des pièces, la douane, tout quoi. Tout. Vous les commerçants, est-ce qu'on vous prend de l'argent? Bien sûr, on nous prend de l'argent. Même si le papier est normal là, on nous prend de l'argent à tout moment. Sur les chantiers de l'intégration, l'équipe du président Soumaïla Cissé a posé les jalons de la dimension développement intégré. Le programme sous-régional en matière d'éducation, de télécommunications et du transport a eu une implication quelque peu difficile. Le fait que les étudiants puissent s'inscrire dans toutes les universités avec le même droit d'inscription dans les différents pays, bon, je crois qu'il y a des difficultés. Mais je pense qu'avec le temps et la communication, les échanges entre les différents États, on pourra y arriver. Et que les États puissent montrer beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de, comment dirais-je, de rapidité à l'application des réformes. Parce que, bon, certains économistes le pensent que souvent, le développement économique, c'est aussi la mise en œuvre des réformes. Plus on va aller faire des réformes positives, rapides, efficaces, je pense qu'on va accélérer. Les équations à résoudre à ce niveau se résument aux questions liées aux droits d'établissement et aux règles de concurrence. Au niveau des pays, il y a des résistances nationales. Et contre ça, quelle que soit sa bonne volonté, si les États eux-mêmes ne prennent pas des dispositions pour corriger ces errements, cela ne peut pas marcher. Je pense que M. Soumaïla Cissé a été un bon président de commission. La détermination de la commission ces dernières années n'a jamais faibli. La conviction du président Cissé
et de ses collaborateurs est que plus qu'une nécessité, l'intégration est une obligation pour les pays africains. Si l'ensemble des États membres s'intègrent harmonieusement, s'intègrent sur le plan de la communication, sur le plan de l'éducation, sur le plan des complémentarités à trouver entre leurs différentes économies, moi je suis convaincu que l'Afrique vivra mieux. Et le poids de l'Afrique sur la scène internationale sera démultiplié. Et chaque jour qui passe où nous ne nous intégrons pas est un handicap par rapport à notre capacité de faire face aux économies achevées contre lesquelles nous prétendons faire de la concurrence. Nous avons intérêt très rapidement et dans des conditions d'harmonisation réelle, créer des conditions d'une véritable intégration. Mais pour cela, il faut que tout le monde s'y mette avec sincérité et conviction. Je sais que beaucoup de pays ont cette conviction, mais il faut concrétiser cette volonté commune que nous avons de vivre mieux, de vivre autrement et d'être pris en considération de manière beaucoup plus visible sur la scène internationale. Individuellement, nous ne le ferons jamais. Mais globalement, toute l'Afrique réunie, vous voyez ce que ça représente. C'est plus d'1 milliard d'habitants. Regardez toutes les ressources minières, toutes les ressources du sol dont l'Afrique dispose et à partir desquelles elle peut jouer une partition autre que celle qu'on lui a affectée. Et c'est pour les Africains d'une manière générale un défi qu'il faut relever nécessairement. Si cette génération n'y est pas parvenue, elle doit au moins préparer le chemin pour que les générations suivantes puissent concrétiser cette idée. Sans elle, l'Afrique n'existera pas en tant que nation libre et indépendante. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous vivons sous tutelle. Et c'est dommage pour les Africains. L'UEMOA doit dépasser tout simplement des objectifs d'intégration économique. On doit aller vers des objectifs beaucoup plus politiques pour justement être le support de cette intégration économique. Donc les États doivent aller vers le renforcement de leur coopération sur le champ politique, sur le champ de la sécurité, pour créer un ensemble plus cohérent, capable de résister, n'est-ce pas, aux pressions du monde, aux chocs extérieurs. Si on fait confiance à certains Africains, ils sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les chefs d'État ont fait confiance à Soumaïla Cissé, ils ont fait confiance à son équipe et ils ont montré ce dont ils sont capables, c'est-à-dire de gérer une structure supranationale au bénéfice de l'Afrique de l'Ouest, au bénéfice des Africains. Et les résultats qui ont été obtenus sont des résultats qui sont appréciés par tout le monde. Et pour passer d'une communauté des États à celle des peuples, des règles communes doivent être bien définies et respectées par chaque pays. Une condition sine qua non pour un espace communautaire de demain bâti sur les idéaux de la bonne gouvernance pour un développement durable. Un chemin est déjà tracé, il faut juste marcher à la suite de l'équipe conduite par le président Soumaïla Cissé. Voilà, c'est le volet libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. Des avancées ont donc été faites dans ce domaine, mais ce n'est toujours pas une réalité, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut continuer à y croire, surtout quand on regarde la situation sociopolitique de quelques pays membres de l'espace qui se sont un peu dégradés? Oui, je considère que si chaque chantier était mouton et qu'on avait un troupeau de moutons blancs, il y a un mouton noir, c'est la libre circulation. Ça nous interpelle tous, parce que tout simplement, ce n'est pas que l'affaire de la Commission. L'intégration, c'est les États, c'est la Commission bien sûr, c'est le secteur privé, c'est la société civile, c'est les usagers. Donc chacun de nous doit contribuer à ce que les choses marchent au mieux.
j'ai été très heureux d'écouter des voix discordantes. Ça veut dire que pour certains, ça commence à aller, pour d'autres, ils sont encore en attente. Et que bon, il y a quelques moutons peut-être qui commencent à être gris, tout simplement. Ceci aussi est une bonne chose. Nous avons besoin continuellement de la volonté politique qui doit s'affirmer pour que nous puissions avancer. Nous avons besoin que les usagers ne se laissent pas faire. Mais nous avons malheureusement encore des arrêts intempestifs, des tracasseries inutiles, des prélèvements indus. Et chaque trimestre, nous avons la liste de ce qui se passe dans un document que nous publions sur l'ensemble de notre territoire communautaire sur les routes, pour que justement les gouvernements puissent réagir. Certains ont réagi de façon positive, mais ce n'est pas encore suffisant. Vous avez vu les postes de contrôle juste à poser que nous sommes en train de construire. C'est pour permettre justement d'avoir un seul point de contrôle pour pouvoir libérer les opérateurs économiques qui puissent circuler librement dans l'ensemble de notre zone. Mais bien sûr, de temps en temps, nous avons la réaction des gouvernements qui nous disent « Écoutez, nous avons aussi des problèmes de sécurité qui font que nous sommes obligés de contrôler, de mettre des barrières. » Mais nous savons dans les autres parties du monde aussi il y a des problèmes de sécurité. On arrive à séparer les deux choses. Et ce que moi je proposais, c'est qu'il faut séparer les choses. On peut assurer la sécurité de façon globale sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, c'est devenu un nouveau chantier de la commission de l'IOMA. Il faut que nous réfléchissions pour faire la dichotomie, que les gens puissent circuler librement avec leurs marchandises, qu'ils puissent s'installer librement dans les pays qu'ils souhaitent et que les problèmes de sécurité soient dissociés de cela pour que ça marche. Je dis ça surtout parce que tous ces prélèvements indus, tout ce que les opérateurs sont obligés de payer sur les routes, qui les paye en réalité? Mais c'est le consommateur. C'est dans le panier de la ménagère. Donc en fait, c'est vous et moi, c'est les populations les plus pauvres, enfin, qui payent le fruit de ces errances-là que nous connaissons encore sur les routes. C'est un chantier extrêmement important. Nous devons tous nous mobiliser pour qu'il y ait une réelle circulation libre sur notre espace communautaire. Alors, vu qu'à ce niveau, c'est surtout, le problème se situe surtout dans la mise en application des textes, parce que l'un des analystes dans ce reportage l'a dit tout à l'heure, l'UEMOA est doté de plus beaux textes en matière juridique et tout, c'est l'application en réalité sur le terrain qui pose problème. Est-ce qu'il faut penser enfin à des sanctions ou qu'est-ce que vous proposez comme solution pour qu'on avance? Oui, il faut d'abord mieux communiquer. Je crois que vous nous aidez tous à mieux communiquer, à faire mieux connaître l'UEMOA, et à savoir ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. À partir de là, les usagers eux-mêmes peuvent agir, peuvent réagir. Je crois que ceci est important. Et quelqu'un l'a dit dans le reportage, quels que soient les textes, c'est l'application qui est le problème. Et l'application, ce n'est pas que le président de la République ou le gouvernement, c'est aussi jusqu'au plus petit usager, au plus petit agent, voilà, le policier, les douaniers, il faut leur expliquer. Il faut leur faire comprendre. Parce que parfois aussi, ils n'ont pas les textes. Parfois aussi, ils ne sont pas bien informés. Parfois, on les accuse sans qu'ils sachent vraiment de quoi on les accuse parce qu'ils ont toujours pratiqué comme ça. Ils ne voient pas pourquoi ça devrait changer. Maintenant, il faut qu'on mette en place un système aussi de sanctions positives, un système de sanctions négatives. Mais il faut absolument d'abord communiquer, mieux informer et mettre nous-mêmes en place des outils qui dissuadent. Tout simplement. Si tout le monde sait qu'à Pétel-Collier, c'est le seul point d'arrêt entre le Niger et le Burkina de ce côté, ou à 56, c'est le seul point d'arrêt entre Lomé et Ouaga, et qu'on le fasse connaître, je crois que tout le monde, petit à petit, va se plier à cette exigence-là et on va réussir. Mais ce que je dis d'important, c'est que l'intégration est un processus. C'est quelque chose qui va se passer sur plusieurs années, sur plusieurs mois, et que les aspects vraiment les plus difficiles, c'est ces aspects-là. Nous devons lâcher de la souveraineté, nous devons déléguer certains pouvoirs à d'autres, que chacun ne s'enferme pas dans son pays, sur son nationalisme, pour que nous puissions avancer. Je suis sûr qu'une usine qui ouvre à Abidjan, vous allez trouver des Burkinabés dedans, vous allez trouver des Maliens dedans, vous allez trouver d'autres nationalités. Donc partout, on peut gagner sa vie et partout, on doit pouvoir s'installer librement. Ce que nous avons essayé de faire, c'est qu'au-delà du texte initial, qui est le traité, nous avons essayé de décliner les choses petit à petit, en essayant d'être beaucoup plus pragmatique. Les avocats, qu'est-ce qui vous gêne? Les architectes, qu'est-ce qui vous gêne? On a discuté avec les professions, nous essayons d'avancer comme ça, les médecins, les pharmaciens, etc. Les commerçants, ça nous gêne, c'est ce dont on a entendu parler, nous essayons de mettre un poste de contrôle unique entre deux frontières. Voilà une démarche pédagogique pour que nous puissions nous en sortir.
Alors, vous semblez dire aussi, Monsieur le Président, qu'il faut laisser encore plus de temps à la Commission pour mettre en œuvre cette libre circulation des personnes et des biens. Ça va faire bientôt 20 ans que l'UEMOA existe. Est-ce que le temps qui passe, finalement, est-ce que ce n'est pas une menace pour ce vœu cher qui est à l'Union? Oui, le temps qui passe peut toujours entamer la crédibilité. Mais il faut reconnaître que c'est un chantier difficile. Je crois qu'il faut le reconnaître, se donner peut-être plus de moyens, réfléchir encore et se faire aider par d'autres acteurs. Il ne faut pas que tous les usagers s'assoient et disent « Ah, on attend la commission ». Il faut que les transporteurs protestent. Il faut que les femmes qui font le commerce protestent. Il faut que les douaniers, les policiers soient mieux informés de ce qu'ils doivent faire et que l'administration centrale dans chaque pays puisse réagir en fonction de cela. C'est un travail difficile parce que ça concerne les hommes, ça concerne de vieilles habitudes et ça paraît normal dans l'ordre des choses parce que vous avez une sorte de corruption rampante qui existe dans nos pays et qui finit par être la pratique normale des choses. Tant qu'on n'en parle pas, ça va continuer. Je crois que les médias nous aident beaucoup en dénonçant et ce n'est pas de l'anathème sur les gens, mais je crois que c'est des pratiques qu'il faut absolument pouvoir arrêter si on veut avancer. Alors dans le reportage également, l'un des intervenants a suggéré qu'on mette plus l'accent sur le volet politique, intégré par le volet politique que par le volet économique. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle solution? Oui, je pense que c'est quelque chose qui correspond à notre réflexion du jour. En partant de l'UEMOA, je laissais un document qu'on appellerait peut-être un testament un jour, en disant qu'il devait être l'UEMOA en 2020. En 2020, mais les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas les problèmes de 1994. Où on a créé l'UEMOA, suite à la dévaluation, il y avait les problèmes de dette, les problèmes de déficit budgétaire. Aujourd'hui, il faut réadapter le contexte. Réadapter le contexte et tenir compte des défis que nous avons aujourd'hui, les problèmes de sécurité, de paix, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les problèmes de la crise alimentaire de 2008, les problèmes liés au changement climatique. Vous voyez, on parle d'une inondation à une sécheresse. Les problèmes d'énergie dont j'ai parlé tout à l'heure font que nous devons réfléchir autrement. Et pour réfléchir autrement, nous avons proposé vraiment que l'Union se politise un peu plus, qu'on réfléchisse à quelque chose qui pourrait ressembler à une confédération, qu'on puisse avoir un état-major unique pour la défense et la sécurité, une diplomatie qui est la même, des services de justice un peu plus rapprochés pour que la gouvernance soit d'une autre qualité par rapport à ce qui a été fait de façon économique. Donc je partage vraiment l'avis je crois que c'est M. Touré qui en a parlé tout à l'heure. Je partage vraiment cette analyse. Alors nous allons aborder à présent le dernier volet de cet entretien, c'est l'après-UEMOA pour Soumaïla Cissé. Monsieur le Président, quels sont vos grands projets après la commission de l'UEMOA? Après 8 ans dans ce travail qui est passionnant, où j'ai vraiment beaucoup appris, et je pense que ça a contribué à ma connaissance de notre environnement et à mieux appréhender les problèmes de mon pays et de la sous-région. Je suis d'abord convaincu que l'intégration est indispensable, que la pertinence est avérée et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté désormais, et je pense que pour moi c'est profondément ancré en moi. À part cela, bien sûr, remercier tous ceux qui m'ont aidé, les chefs d'État qui nous ont fait confiance, le peuple burkinabé qui nous a accueillis et surtout mes collaborateurs qui nous ont permis d'avoir des résultats, je pense, globalement positifs que nous avons pu obtenir au cours de ces années-là. Après cela, bien sûr, on aspire à un peu de repos, on va rentrer chez nous, on va essayer de retrouver la famille, la proche, mais aussi l'élargie. On va revoir ses amis politiques et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire après cela. Et je crois qu'une fois sur place, on va essayer d'appréhender tous ces aspects-là et essayer vraiment de voir qu'est-ce que je peux faire moi, quelles tâches on peut me confier, en quoi je peux être utile encore pour mon pays, pour ma famille, et pour l'ensemble de notre sous-région. Alors, on vous dit candidat sérieux à l'élection présidentielle du Mali de 2012. Quel est votre commentaire là-dessus? Est-ce que vous confirmez? Oui, les prévisions, c'est toujours les choses aléatoires, je crois. Le pouvoir de décision appartient à la population de façon générale. Et nous sommes simplement aidés par nos amis, par notre vision, par notre passion, par notre programme pour essayer d'avancer. Au sein de mon parti, les candidatures sont ouvertes. Nous sommes à la phase de dire qui peut être candidat, qui sont ceux qui sont intéressés. Et le 17 septembre prochain, le parti va se réunir pour dire, bon, nous pensons qu'entre ceux qui sont
les prétendants, celui-là pourrait être le plus à même de nous amener vers la victoire. Mais est-ce que Soumaïla Cissé, personnellement, est intéressé d'être candidat à la présidentielle? J'ai écrit au parti, j'ai posé ma candidature à la candidature. Et je n'ai pas encore la réponse de mes amis. Bon, cette réponse-là, je pense que c'est le 17 septembre que je pourrai l'avoir pour savoir si je suis retenu ou pas. Alors, à ce propos, notre équipe de reportage a tendu son micro à quelques personnalités que je vous invite à écouter tout de suite dans cet élément qui va passer. Dans quelques semaines, nous allons convoquer ce que nous appelons une conférence nationale. Une conférence nationale qui aura à choisir notre candidat pour les élections de 2012. Dans notre parti aujourd'hui, tout le monde pense que notre candidat sera Soumaïla Cissé. Le choix n'est pas fait, mais il se fera, Inch'Allah. Si Soumaïla Cissé veut amener cette expérience qu'il a acquise, n'est-ce pas, dans la gestion des affaires publiques, au Mali comme à l'extérieur, il veut l'amener, n'est-ce pas, au Mali, je crois que ce serait la bienvenue. Les Maliens doivent l'apprécier et nous souhaitons en tout cas que les Maliens sachent qu'ils ont un de leurs fils qui a accumulé une certaine expérience, qu'il est prêt à mettre à leur disposition sans calcul aucun. Et nous souhaitons que les Maliens l'accueillent en conséquence. On ne peut pas développer un pays avec toujours le même programme. Le même programme donne le même résultat. Et jusqu'à présent, ce que nous avons eu, évidemment, il y a eu un léger mieux. Depuis le gouvernement Alpha, avec la participation de Soumaïla et autres jeunes dynamiques, évidemment, ils ont boosté le développement. Ils l'ont boosté par, justement, ces méthodes macroéconomiques qui, généralement, rendent impopulaires. Puisque si vous prenez aujourd'hui une décision qui, normalement, donne son fruit dans 5-6 ans, c'est sûr que ça pénalise beaucoup de gens avant de voir le résultat. Bon, justement, la vision de Soumaïla est un peu comme ça. C'est bâtir pour la longue durée, pour le long terme. Alors, vous savez, souvent, les politiciens, c'est un feu de paille. On fait une activité, on l'applaudit, on passe, mais en réalité, ça ne développe pas un pays. Donc, si les Maliens ouvrent les yeux, ils regardent de très près la situation de tous les dirigeants, je répète encore, je ne dis pas qu'il est le meilleur, mais je pense qu'il a des résultats sur lesquels on peut se baser pour dire avec certitude que ce type peut mener notre bateau à bon port. C'est quelqu'un de déterminé et vous savez, la vie, c'est ça qui fait la différence entre les hommes. Il y a des gens qui croient en leur capacité, qui ont la volonté. Et par conséquent, quand on croit et qu'on a la volonté, on peut dépasser ses propres limites. Ce que je souhaite, c'est que Cissé soit un acteur majeur pour le développement de son pays, mais qu'au-delà de son pays, il soit un acteur majeur pour le développement de la sous-région. Donc, par conséquent, c'est un ami et je crois que je lui souhaite le meilleur. C'est clair. Le Mali est fier d'un de ses fils comme Soumaïla Cissé et je lui souhaite bon vent pour l'avenir. Soumaïla était déjà un très bon candidat en 2002. Donc, je suppose qu'en 2012, il n'a plus que se bonifier politiquement. Et là-dessus, c'est un homme politique maintenant qui est connu dans le Serail. C'est un homme politique dont les qualités sont connues et appréciées dans le pays. Et je crois qu'il demeure quand même un candidat sérieux en 2012. Il a su avoir une gouvernance au profit de l'intégration. Donc, et aussi, nous autres chefs coutumiers, Soumaïla a toujours été présent chaque fois qu'il est possible à nos activités culturelles comme nos activités aussi de développement et d'autres niveaux. Vraiment, je pense que si les Maliens font confiance en ce conquérant gagnant, en tout cas, il y aura vraiment beaucoup plus d'emplois pour les jeunes, parce que c'est sa passion, c'est sa culture, et il y aura plus de cohésion sociale, parce que c'est un homme pétri de valeurs traditionnelles. Je lui souhaite bon vent,
je lui souhaite un excellent avenir politique, le meilleur, n'est-ce pas? Il quitte la commission de l'UEMOA pour sûrement se présenter à l'élection présidentielle au Mali. Eh bien, je prie pour qu'il les remporte, n'est-ce pas? Je ne voterai pas au Mali, mais j'ai quand même le droit de lui souhaiter un excellent avenir politique. Compte tenu des différents aspects politiques, économiques et sociaux des problèmes qui saisissent notre pays actuellement, je pense que le Mali ne peut que se féliciter de le voir porter à la tête de notre pays. Ça ne peut être qu'un plus. Il a bien sûr une très forte expérience en termes économiques, en termes financiers, en termes de planification, comme je l'ai dit. Bon, et je pense que cela sera un atout majeur dans la prochaine campagne. Je souhaite que Dieu le Tout-Puissant, le très clément, le miséricordieux, lui donne ce qui est bon pour lui. Mais à mon âme, ce que je souhaite, c'est qu'il soit candidat au présidentiel et que nous gagnons. Monsieur le Président, pour vos proches et des collaborateurs au sein de votre formation politique, la cause est déjà presque entendue. Vous avez l'heure qui tue. Qu'est-ce que vous avez à dire comme commentaire sur ce reportage qui vient de passer? Je crois que, comme l'a dit notre Président, on va attendre que toute la base du parti se réunisse. Vous savez, nous avons plus de 70 sections, et à l'intérieur du Mali et à l'extérieur. Ils vont tous venir, plus nos députés, plus nos maires, plus nos conseillers nationaux. Il y a près de 400 personnes. Nous avons écouté 2 ou 3 personnes. Et je crois qu'il ne faut pas leur faire injure de ne pas avoir leur mot à dire. Ils auront leur mot à dire en toute indépendance et nous assumerons le résultat de leurs décisions. Alors, pour parler un peu de politique générale du Mali, une certaine presse pense que de candidat sérieux à cette présidentielle, vous êtes devenu en quelque sorte un challenger au regard de l'échiquier politique justement de la présidentielle à laquelle vous prétendez. Quel est votre commentaire là-dessus? Moi, je crois qu'il n'y a personne à sous-estimer. Nous sommes dans un pays aujourd'hui ouvert, où la démocratie a eu sa lettre de noblesse, où chaque cadre sérieux peut prétendre à la magistrature suprême. À partir de là, rien n'est gagné, rien n'est facile. Il faut se battre, il faut proposer des choses aux Maliens. Nous avons des populations aujourd'hui mûres, qui ont de l'expérience, ça fait quand même 20 ans que ça se passe, qui sont informés, largement informés aussi, parce que les jeunes aujourd'hui savent ce qui se passe par le monde, ils sont devenus plus intelligents, mieux formés, plus informés, et je crois que tout ça compte dans l'équation. Il n'y a personne à négliger, il n'y a personne à sous-estimer, il faut porter ces valeurs en avant, il faut se battre, et il faut proposer des choses qui sont acceptables. Et je crois que la compétition ne peut être que couverte à ce niveau-là. Ce qu'il faut souhaiter seulement, c'est que ça se passe dans de très bonnes conditions et que notre pays soit préservé au sortir de ces élections et que chacun reconnaisse la victoire de celui qui aura été gagnant. Alors, Monsieur le Président, on aimerait savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à la politique? Comment on arrive à la politique? Je vous ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, que j'étais très proche de mon père. Et mon père faisait de la politique. D'abord contre l'administration coloniale. Ensuite, au début de l'indépendance, il était même le secrétaire politique de la section de Niafonké où j'ai grandi. Les réunions se passaient chez nous et bien sûr, un curieux, j'avais peut-être 10, 11 ans, j'étais toujours à côté et j'écoutais. Je crois que ça donne cette fibre-là dès le départ. Ensuite, j'ai été à l'université de Dakar. Université très très politisée, j'étais membre de l'Union des étudiants de Dakar, j'étais membre de l'association des stagiaires et maliens de Dakar, la SMD, j'étais membre du bureau. Et bien sûr, ça m'a valu quelques devoirs, parce que j'ai été expulsé 3 fois à l'université de Dakar. Je crois que ça mûrit un jeune, un adolescent, ça nous permet de nous confronter aux autres. Et ensuite, j'ai été en France, j'ai créé la section de Montpellier, celle de Grenoble, et nous avons continué dans ce sens-là. J'ai même fait partie un peu de quelques petits groupes clandestins, mais enfin, ça, c'est des détails. Ensuite, rentré au Mali, nous avons participé tous à l'insurrection de 91, et bien sûr, après, on est rentré dans une phase beaucoup plus ouverte, beaucoup plus douce, où nous étions dans les différents partis politiques. C'est dire seulement qu'à cette époque,
c'était difficile de ne pas faire de la politique. Parce que tout simplement, nous avions presque tous des idées de gauche, le monde était très tranché, il y avait ceux qui étaient de l'autre côté du mur, de Berlin, qui n'étaient pas encore tombés. Et je crois que les choix étaient quasiment obligatoires quelque part, à moins d'être en marge tout simplement de la société et de son groupe. Un chef d'État me disait qu'en 18 ans, si on ne fait pas de la politique, on n'est pas de gauche, c'est qu'on est quelque part un égoïste. Parce qu'il faut avoir des idées généreuses à cette période-là pour pouvoir demain faire quelque chose. Je pense que tout ça contribue aux actions d'aujourd'hui. Parce qu'on apprend à se frotter aux jeunes de sa génération, on apprend à défendre ses idées, à lire un peu plus que nos cours. Et je crois que c'est tout ça qui fait qu'on devient quelque part, on va dans la politique. Maintenant, dans la profession, dans ce que nous faisons, il y a toujours un moment où il faut séparer les choses. J'ai fait des aspects très techniques. On pouvait me considérer comme un technocrate quand on fait de l'informatique, quand on coordonne des projets à la CMDT, quand on est ministre des Finances, ministre de l'Équipement. Ceci n'enlève pas de l'autre côté que parfois on met en sourdine parce que l'aspect des résultats est à obtenir. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert parce qu'on a eu de la maturité, on a beaucoup plus avancé. Et je crois que si je n'avais pas fait de politique à mon adolescence, ça aurait été une grosse perte et ça aurait été dommage pour moi-même. Alors pour vous qui baignez dans le milieu politique depuis l'enfance pratiquement, Monsieur le Président, quel regard comparatif vous pouvez jeter sur le microcosme politique de l'époque, les raisons qui faisaient qu'on s'engageait et les raisons actuelles? Quelle comparaison vous pouvez faire à ce niveau? C'est vrai qu'à l'époque, il y avait d'abord un ciment autour duquel les gens s'unissaient, c'était contre l'administration coloniale et je crois que c'était très très important. Ensuite, nous avons connu des phases où l'impérialisme quelque part était très fort, où nous sentons que la domination pesait encore beaucoup sur nos pays. Et nous avons connu des chefs d'État qui étaient extrêmement nationalistes. J'étais au Mali, donc le président Modibo Keïta, c'était une référence pour la jeunesse. Et ce combat pour se développer, ce combat pour s'extraire de l'esclavage, casser les chaînes, je crois que c'est quelque chose de très fort qui nous motivait. Aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé, on n'est pas obligé d'avoir une pensée unique. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a plusieurs voies de développement. Même ceux que nous avons combattus dans le temps, nous voyons quand même qu'ils ont eu des voies qui ont donné le succès. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour les populations et qu'est-ce que les populations elles-mêmes souhaitent. Et que nous trouvions les moyens et les chemins, les petits sentiers parfois pour y arriver. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert, le débat est beaucoup plus sur la table et je crois que c'est un changement fondamental par rapport au début des années 60 ou même jusqu'en 70. Il y a eu plusieurs phases dans l'évolution politique de nos pays, mais je pense que la phase actuelle doit nous permettre de libérer nos énergies et que chacun puisse apporter quelque chose à l'édification nationale. Monsieur le Président, nous sommes au terme de cet entretien. Si vous avez un dernier mot à dire, c'est vraiment le moment où vous avez la parole. Oui, non, je voudrais d'abord remercier encore votre chaîne pour nous avoir permis de parler de tout ça. Je sors de l'intégration, mais j'y reste profondément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai été aidé par l'ensemble de nos chefs d'État et du gouvernement, particulièrement par le chef d'État du Mali qui m'a fait confiance. J'ai été bien accueilli ici au Burkina et je dois remercier personnellement le président Compaoré pour son accueil et son soutien. Remercier tous les amis qui nous ont aidés à réussir ce que nous avons pu réussir, nos cadres, les autres travailleurs. Mais je dois dire que le travail n'est pas fini. Je dois dire que la Commission doit continuer à se battre. Je dois dire aux États que l'intégration, c'est le seul chemin aujourd'hui qui vaille. Je dois dire aussi aux populations de s'engager volontairement à l'union. Parce que sans cette union, nous n'avons pas de demain. Nous n'avons pas de demain. Et je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes, leur dire que les problèmes de la jeunesse sont des problèmes que nous partageons tous. Je l'ai dit tout à l'heure, ils sont plus intelligents, ils sont plus formés, mais ils ont plus de problèmes que nous. Moi, je me rappelle, quand on sortait de l'école, nous, on nous demandait où est-ce qu'on veut travailler. Aujourd'hui, quand ils sortent de l'école, c'est eux qui cherchent du travail. Le problème de l'emploi est une bombe qui est là. Cette bombe-là, il faut anticiper là-dessus. Il faut essayer de créer des conditions d'emploi dans des secteurs qui sont porteurs. Je
je pense à l'agriculture, je pense aux nouvelles technologies, je pense aux services de façon générale. Il faut que nous créons les conditions pour que les jeunes puissent travailler. Mais ils doivent pouvoir travailler dans n'importe lequel de nos 8 pays. Et ceci, il faut que nous le mettions en tête, que les populations l'acceptent, que la société civile l'accepte, que les fonctionnaires l'acceptent pour que nous allions de là-bas. C'est une expérience très riche, je la dois bien sûr à beaucoup de gens, mais mon dernier mot, c'est que l'intégration, c'est vraiment la clé, je pense, c'est le moyen manquant à notre développement. En tout cas, merci. Voilà, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à notre entretien. Notre invité, le président sortant de la commission de l'UEMOA, M. Soumaïla Cissé, a accepté de dresser avec nous son bilan. Nous avons passé en revue les actions menées aussi bien en interne pour le fonctionnement de l'institution que les actions menées en faveur des pays membres de l'espace. Amis téléspectateurs, merci à vous pour votre fidélité. Les programmes continuent sur votre chaîne.